Allez, on y va tranquillement. Bonjour à tous, bienvenue pour le troisième webinaire organisé par le réseau MUST sur la problématique de la crise sanitaire, l'impact de la crise sanitaire sur les centres de documentation d'institutions muséales. Après avoir vu le cas du musée d'art de Nantes, le cas du muséum d'histoire naturelle de Toulouse, on va aujourd'hui aller au MACVAL, voir un peu comment tout ça s'est passé depuis un an et demi. Juste quelques petits rappels pour vous dire que si vous voulez en savoir plus sur le réseau MUST, vous trouverez toutes les informations sur le site de l'OCIM. Je vous remettrai le lien dans le chat. Vous dire aussi que ce webinaire, il est enregistré et mis à disposition ensuite sur la chaîne YouTube de l'OCIM, sur laquelle d'ailleurs vous allez pouvoir retrouver les deux premiers webinaires si vous avez loupé les sessions. Et vous dire que vous pouvez activer vos caméras. Il y en a plein qui l'ont déjà fait, c'est chouette. N'hésitez pas à le faire, c'est plus sympa pour échanger entre nous et pour les intervenants aussi, enfin pour Céline surtout. Voilà, pas avoir des caméras noires en face, c'est plutôt sympa. Aujourd'hui, j'aurai un rôle un petit peu plus en retrait. Voilà, je lance juste la machine et après, c'est Laurent Manel du service des musées de France qui modérera donc le webinaire d'aujourd'hui et Céline qui interviendra. Mais je fais quand même des grands merci, comme d'habitude, c'est important. Merci à Lucie, merci à nos tutelles, merci aux membres du comité de pilotage du réseau MUST. Merci à Laurent, elle est au service des musées de France d'animer donc ce webinaire. Et un grand merci à Céline d'avoir accepté, d'avoir répondu présente pour voilà, cette invitation qu'on lui a lancée. Ça fait plusieurs fois maintenant qu'on collabore dans le cadre du réseau MUST et je pense que son propos va être super intéressant aujourd'hui. Merci beaucoup. Laurent, je te passe la parole et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci beaucoup Stéphane. Donc, écoutez, juste avant de vous présenter Céline, mais que beaucoup d'entre vous sans doute connaissent, une petite règle du jeu, je crois, nécessaire de rappeler, c'est à l'issue de la présentation de Céline, elle répondra à un certain nombre de questions. Mais n'hésitez pas au fur et à mesure de son intervention à envoyer via le chat vos questions. Moi, à ce moment-là, ça me permettra aussi de les classer, de les synthétiser, de les regrouper éventuellement pour qu'ensuite on puisse avoir un débat, si possible, qui soit, je l'espère, très enrichissant pour nous tous. Donc voilà, le chat, vraiment, allez-y, laissez-vous aller, c'est le moment ou jamais. Et vos remarques, vos suggestions, etc., etc. Voilà. Donc, eh bien, j'ai donc la lourde responsabilité de présenter Céline, donc, qui a une formation d'histoire de l'art à l'université de Paris-Nanterre et puis aussi en muséologie à l'école du Louvre. Et Céline, qu'on pourrait penser spécifiquement dans le monde de l'art contemporain, eh bien, pas uniquement, puisque précédemment, elle a travaillé dans le domaine de l'archéologie, où notamment elle s'est occupée du récollement des collections pour la ville de Paris et aussi recensement du patrimoine en Picardie. Elle a également travaillé dans le domaine des archives, départementales de l'Aisne, et aussi à la documentation pour le ministère de la Culture. Elle est bibliothécaire territoriale et elle rejoint le MACVAL en avril 2004 pour y créer et y développer un centre de documentation qu'elle dirige depuis cette date. Alors, outre, vous voyez, elle a beaucoup de cordes à son arc, Céline, et elle en a encore en tant que formatrice. Elle est formatrice pour le CIPAC, donc la Fédération des professionnels de l'art contemporain. Elle est membre du comité scientifique du réseau des bibliothécaires d'art et d'histoire de l'art piloté par l'INHA. Elle est également co-animatrice du secteur culture de l'ADBS, qu'on ne l'on présente plus, et membre du conseil d'administration de l'ADULOA, à savoir l'association des utilisateurs des logiciels d'Archimède. Donc, vous voyez, elle a beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances dans des domaines extrêmement variés, d'où la richesse de sa vision et d'où l'intérêt de sa présentation aujourd'hui. Voilà, je n'en dis pas plus. Céline, à vous la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord pour l'invitation. Voilà. Je ne sais pas si mon intervention va être passionnante, je vais essayer. Je vais
tout de suite partager dans un premier temps un PowerPoint parce que avant de vous parler du centre de documentation, je vais vous dire quelques mots peut-être sur le musée. Alors, évidemment, ma barre d'outils est cachée par la barre Zoom. Et alors, attendez, je vais, voilà, à partir du début. Voilà. Donc, peut-être d'abord quelques mots sur le musée. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le MACVAL, Musée d'art contemporain du Val-de-Marne, a ouvert ses portes en novembre 2005 à Vitry-sur-Seine, à l'initiative du conseil départemental du Val-de-Marne. Sa collection est issue du Fonds départemental d'art contemporain créé en 1982, dont l'objectif principal était le soutien à la création artistique. C'est donc depuis lors un musée dont la collection est exclusivement consacrée à la scène artistique en France depuis les années 50. Alors, ce musée est né de la conviction de l'ancien président du conseil départemental, Michel Germain, qu'un soutien à la création artistique tourné résolument vers le public concourt à l'épanouissement de chacun, à la connaissance de l'autre, au respect mutuel et à la cohésion sociale. D'où l'implantation de ce musée dans la banlieue sud de Paris, dans une ville avec de nombreux quartiers politiques de la ville et dont la population n'a pas l'habitude de fréquenter des musées. Donc, plus qu'un projet culturel, ça a été aussi, dès l'origine, un projet social. Et le musée, j'insiste parce que vous verrez qu'au centre de documentation, on a des missions un petit peu particulières. Et le musée est un lieu de vie tout autant qu'un lieu patrimonial. Alors là, je vous montre... J'essaie de vous appâter pour vous donner envie de venir au MACVAL voir la nouvelle exposition de la collection présentée actuellement qui s'appelle Le vent se lève, puisque depuis l'ouverture, on présente la collection sous des parcours thématiques qui changent tous les 18 mois, 2 ans. Donc, vous voyez, on a un très beau musée qui fait plus de 13 000 m² avec 4 000 m² d'exposition. Voilà, c'est un musée avec un très beau jardin aussi, un lieu d'exposition, lieu de vie. Et là, vous avez une photo qui est justement prise du centre de documentation, donc je pense qu'il y a plus terrible comme vue et comme espace de comme cadre de travail. Voilà, quelques vues du jardin, un restaurant, un grand auditorium, des ateliers pédagogiques, des logements pour accueillir des artistes en résidence. Voilà, et puis... quelques dernières vues, et puis un centre de documentation. Alors là, j'ai choisi des photos pour vous emmener monter au premier étage du musée, et puis rentrer dans notre beau centre de documentation. Alors, on a un très bel espace de travail, c'est celui que vous avez en photo d'ailleurs derrière moi. Donc, on a quand même un bel espace de travail, une belle salle de lecture avec 24 places assises, un maximum d'ouvrages en accès libre, un espace multimédia et donc avec 4 postes informatiques et 2 postes de consultation de vidéo parce que eh oui, on a encore des DVD et oui, on a encore même des VHS pour tout vous dire. Voilà. Un bel espace pour les enfants. Ça, c'était une demande dès le début. Je vous expliquerai. Voilà, avec des petits coussins, des petites tables pour accueillir les parents, leurs enfants. Voilà. Un petit coin avec des poufs. Voilà. Alors, peut-être, je vais quand même laisser ouvert le PowerPoint. Alors, on a aussi une réserve, évidemment, dont je n'ai pas mis de photo, et puis on a une salle annexe, puisque vous voyez, on a une seule salle de lecture pour accueillir tous les publics, mais on a aussi une salle annexe qui nous permet d'accueil de groupes, des réunions et différents événements, ateliers, etc. Alors, les missions principales du centre de documentation, c'est à la fois de centraliser toutes les ressources, que ce soit en production ou en conservation des documents, toutes les ressources produites ou reçues, acquises par le centre de documentation, suivre l'actualité de la création artistique d'aujourd'hui, accompagner la visite des collections et des expositions, et on a un axe aussi assez fort de participer à l'action éducative et culturelle. Alors évidemment, les axes de développement de nos fonds, c'est
en premier lieu la collection du musée, c'est-à-dire la scène artistique en France des années 50 à nos jours. Tout ce qui est lié à la programmation artistique, c'est-à-dire les cartes blanches et les invités de la collection. On invite régulièrement des artistes à dialoguer avec la collection du musée et les œuvres sont présentées dans l'espace de la collection. Les expositions temporaires, qu'elles soient monographiques ou collectives. On accueille aussi, on a un programme de résidence d'artistes. On accueille des artistes, mais aussi depuis quelques années, liés au centre de documentation, des chercheurs en résidence. Nous avons 2 ateliers logement. On accompagne toute la programmation culturelle, les colloques, les conférences, les ateliers. Nous archivons toutes les productions du musée, que ce soit communication, édition, médiation. On a un gros volet de production audiovisuelle au MACVAL aussi. Évidemment, un axe important, l'actualité de l'art contemporain, beaucoup de veille, hein, évidemment, générale ou thématique sur l'actualité. Et puis, on a développé un fonds particulier que nous, on appelle le fonds professionnel, qui est dédié en fait aux différents métiers du musée, pour accompagner les équipes dans leur mission, alors que ce soit en communication, en conservation-restauration, droit, gestion des musées, économie de l'art, médiation culturelle, muséologie, muséographie, politique culturelle. Et on a même un fonds pour préparer les concours parce qu'on a la chance d'avoir une collectivité qui nous encourage beaucoup à nous former et à passer des concours et à évoluer, être dans la mobilité professionnelle. Donc, y compris, on accompagne les collègues dans la préparation des concours. On a développé, donc vous l'avez vu, un fonds pour les enfants, albums, fiction, documentaires spécialisés en art et livres d'artistes. Et donc, on développe aussi un fonds de livres d'artistes avec 2 axes, mais on pourra en reparler plus tard. Un vraiment centré sur les artistes de la collection et un fonds qui est plutôt lié à la médiation. En fait, vraiment, on fait des acquisitions de livres dans un objectif de médiation. Toutes les thématiques qui sont développées, éventuellement je pourrais vous en dire plus, mais pour aller rapidement, des généralités en histoire de l'art et art contemporain, les différentes scènes artistiques, y compris étrangères évidemment pour notre politique de résidence d'artistes étrangers, tout ce qui est théorie et écrit sur l'art, les pratiques artistiques, les catalogues d'exposition et de collection, et puis tout ce qui est monographique sur les artistes, monographie, catalogue raisonné, exposition monographique, etc. Alors, pour vous donner un peu une idée de la typologie de nos fonds et des volumes, hein, on est quand même sur des volumes d'un centre de documentation de musée, nous ne sommes pas une énorme bibliothèque. Hein. Donc, on est aujourd'hui à environ 20 000 livres. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à essayer d'estimer environ, je pense, 800 livres d'artistes aujourd'hui, mais c'est vraiment à la louche. On est abonné à une 50aine de périodiques. On a environ 700 DVD, CD et vinyles. Ça, c'est un fonds qu'on développe depuis quelques temps, des vinyles d'artistes. Donc, et 400 vidéos numériques qui représentent les productions du MACVAL depuis l'ouverture. 550 bases de données et sites internet référencés et indexés dans le portail. 3000 dossiers documentaires, dossiers d'artistes, dossiers d'œuvres, dossiers thématiques. Une photothèque. Alors ça, le volume de la photothèque, parce qu'il y a un rétrospectif avec l'argentique, la numérisation des fonds photos, etc. Je ne sais pas quel est le volume actuel parce que c'est un des défauts de notre base de données, c'est-à-dire qu'il compte pour un que ça soit un reportage ou une photo seule. Donc, inventorié dans la base, je ne peux pas vous dire réellement. On sait qu'à moyen terme, on sera sur, par rapport au rétrospectif, un volume d'environ 60 000 photos, que ce soit les œuvres de la collection, du dépôt de la ville de Vitry, des œuvres de 1%, parce que le territoire du Val-de-Marne est un territoire très très riche en 1% culturel. Les reportages sur les expositions et les résidences d'artistes, tout ce qui est événements, colloques, performances, vernissages, tout ça, c'est photographié. Et puis, on a actuellement référencé, mais c'est pareil, tout n'est pas référencé, on a à peu près 600 dossiers d'archives, puisque en 2007, nous avons eu le don de l'archive de Raoul Jean Moulin, qui était l'ancien directeur du FDAC, qui a fait don de ses archives privées, donc archives qui sont en cours d'inventaire, et il y en a à peu près 600 actuellement de référencés dans la base. Alors, sur nos publics, quelques mots sur nos publics. La spécificité du centre de documentation, c'est que dès le départ, il a été pensé comme un service ouvert à tous les publics, sans condition d'accès, donc en accès libre. Donc, quand je dis tous les publics, que ce soit évidemment nos publics classiques de musée, hein, les publics spécialisés, professionnels, étudiants, chercheurs, artistes, etc. Mais on accueille aussi tout le public lié à l'éducation artistique, les enseignants, les animateurs, les médiateurs, et surtout le public des visiteurs du musée. Les enfants avec les familles, mais beaucoup
aussi de jeunes du quartier qui viennent en fait en salle pour travailler, pas du tout pour consulter nos fonds, hein, ce que la BNF appelle des séjourneurs, des gens qui sont en recherche de lieu de travail et pas… voilà, donc on a pas mal de collégiens, de lycéens, d'étudiants qui ne sont pas d'étudiants en histoire de l'art, qui vivent autour du musée et qui en fait utilisent le centre de documentation comme un lieu de travail. Ce qui veut dire quand même, avec tous ces publics, des niveaux de lecture très différents et la nécessité de développer une documentation très différente entre une documentation pour recommander des ouvrages à des médiateurs ou des enseignants, comme évidemment des publications scientifiques pour les chercheurs, etc. On a un public de visiteurs qui peut être étranger aussi, ou même d'étudiants, donc évidemment, ça pose la question des documents en différentes langues. Et voilà. Alors, pour passer assez vite sur les services et les produits documentaires que nous développons, donc l'idée, c'est à la fois de valoriser les différents fonds documentaires en lien avec la programmation du musée et de mettre à disposition des outils de veille et de recherche pour nos collègues. Donc le premier public pour lequel nous travaillons, ce sont les équipes du musée, mais toute la documentation que nous constituons pour répondre à leurs besoins est évidemment mise à disposition des publics. Donc quand on travaille sur une exposition temporaire, parfois 2 ans en amont, toute la documentation qui va avoir été constituée pour préparer l'exposition, elle est mise à disposition des lecteurs et des chercheurs. Donc, on met un ensemble d'outils déjà préparés et qu'on formalise autrement pour les publics externes. Et puis, évidemment, on répond à toute demande spécifique, que ça soit en interne comme en externe, et puis que ce soit sur place. Hein, déjà avant la pandémie, on répondait à des questions par téléphone, par mail, avec éventuellement l'envoi de documents. Alors, on en parlera avec toutes les limites que pose la question de travailler sur de l'art contemporain, donc avec des questions de droit qui nous freinent énormément. Nous ne faisons pas de prêt. Pour le public externe, ce n'est que de la consultation sur place, puisque toute la documentation doit être à disposition de nos équipes en priorité. Par contre, il y a possibilité pour les publics de réserver en amont des documents afin d'être sûr de les consulter une fois arrivés. Alors, je vous les présenterai peut-être tout à l'heure, mais juste pour vous dire, donc on a un panorama de presse papier qui est réalisé tous les 15 jours, hein, qui est d'abord mis à disposition des équipes, mais avec une version pour le public en salle. Je vous montrerai dans le portail documentaire, dans notre portail documentaire, on met en ligne les sommaires, donc les gens peuvent tout à fait nous contacter après pour avoir quelques articles envoyés à distance. Donc on fait des bibliographies, il y en a qui sont prêtes systématiquement sur chaque parcours de la collection, sur chaque exposition temporaire, etc. On a des bibliographies toutes prêtes. On fait une liste d'acquisition tous les mois afin d'envoyer par mail la liste de tout ce qui a été catalogué aux équipes. Nous produisons énormément de dossiers documentaires, alors que ce soit papier, mais aussi, je vous montrerai dans le portail après, un certain nombre de dossiers numériques. Et puis, l'autre service où on est très sollicité au MACVAL, c'est au centre de documentation, c'est la demande de reproduction de photographies, puisque nous gérons la photothèque du musée. Donc là, on a énormément de demandes de professionnels pour la fourniture de photographies. Alors, je vais vous partager maintenant, je vais vous présenter rapidement Alors, évidemment, je n'ai pas cliqué au bon endroit. Je voulais, là, cette fois-ci, partager le portail documentaire. Alors, voilà, là, vous le voyez bien, c'est bon? C'est tout bon. Oui, c'est tout bon. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil de notre portail documentaire et qui est l'outil de recherche principal sur l'ensemble de nos fonds. Donc, vous voyez, dès la page d'accueil, vous avez un onglet de recherche j'allais dire à la Google, qui permet ensuite, à partir d'une liste de résultats, quel que soit, avec toute une série de facettes qui permet ensuite de restreindre la recherche. On peut aussi, dès la page d'accueil, ne faire une recherche que sur le catalogue du musée, du centre de documentation. On a un export de la base des collections du musée, je vous en parlerai aussi,
que sur la photothèque, que sur les archives audiovisuelles. Et on offre aussi, ça parlera aux collègues du réseau des bibliothèques d'art, on avait mis en place, quand on a mis en place ce nouveau portail en 2015-2016, on a une recherche qui porte à la fois sur nos fonds et sur la bibliothèque de Kandinsky. On a mis en place un formulaire de recherche qui porte sur nos 2 fonds. Voilà. On propose un certain nombre de services sur inscription gratuits qui permet pour des chercheurs de conserver l'historique de leur historique de recherche, constituer des paniers de recherche, s'abonner à des fils d'abonnement. Hein, on a capturé des recherches, mais n'importe qui peut capturer sa propre recherche et s'en faire un fil d'abonnement pour recevoir ensuite par mail toutes les nouveautés liées à cette recherche. Pour certains professionnels partenaires, ça permet aussi, en étant inscrit au portail, et ça on en reparlera après, c'était important pendant la pandémie, de pouvoir accéder à certaines ressources qui ne sont pas accessibles directement. La photothèque du musée de chez vous, si vous la consultez, vous verrez que vous accédez aux notices, mais pas aux visuels, hein, pour des questions de coûts à DAGP absolument monstrueux. On ne peut pas mettre, alors on paye des coûts pour certains visuels, certains encarts, etc., mais mettre en ligne plusieurs milliers de photographies, nous n'avons pas les budgets pour payer les droits à DAGP. Donc, en fait, si vous êtes un partenaire, un professionnel, etc., une inscription peut vous permettre d'accéder à certains documents numériques, dont la photothèque à distance. Et voilà. Pour vous balayer rapidement ce qui était déjà le centre de doc avant la pandémie, et donc on en reparlera, mais avec la chance déjà d'avoir un outil, un portail assez important qui nous a quand même énormément facilité le travail. Juste 2 mots sur l'équipe. On est une grosse équipe, enfin, voilà, on est 5 documentalistes et nous avons un agent d'accueil et de documentation. Donc pour un musée de notre taille, c'est une grosse équipe. Donc, je suis donc la responsable. J'ai une adjointe qui est plutôt en charge du portail et aussi du fonds audiovisuel. Nous avons 3 documentalistes, une qui est plutôt sur… en fait, les postes ont été créés par fonds, par typologie. Donc, on a une collègue qui est en charge de toute la chaîne documentaire autour des livres, une qui gère les fonds de revue, et une 3e collègue qui est arrivée d'abord pour s'occuper de l'archive Moulin et qu'on a réussi à garder quand on a récupéré la gestion de la photothèque, donc qui a le gros morceau archive et photothèque. Et donc un agent d'accueil et de documentation. Alors même si évidemment on a des profils de poste comme ça très définis, on est toutes évidemment polyvalentes, on fait toutes de l'accueil, on fait toutes de la recherche, on fait toutes de la veille. Le panorama de presse, quand la collègue est en vacances 3 semaines, il faut bien qu'il sorte, donc il sort quand même, il y a une autre collègue qui prend le relais, donc on a fait une équipe qui est très polyvalente. Et puis au sein de cette équipe, on a, je vous en parlerai, comme on a conçu des formats de visite, on participe à la médiation et donc on est 3 dans l'équipe, plus particulièrement à faire de la médiation, vraiment sur des formats de visite dont je vous parlerai après, très spécifiques. Et quand je parle de médiation, ça va de l'accueil de master, d'étudiants en master sur la présentation de livres d'artistes à des visites bébés au MACVAL 8-36 mois. Donc, vous verrez que le grand écart est parfois périlleux. Alors, quelques mots de notre fréquentation avant la pandémie. Alors, pour un centre de documentation de musée, on a une grande amplitude d'horaire d'ouverture. On est ouvert 51 heures par semaine toute l'année. On a, selon les années, une fermeture estivale de 15 jours à 1 mois pour nous permettre des travaux de récollement, de rangement de réserve ou des choses comme ça. On est ouvert du mardi au samedi de 12 h à 18 h en accès libre, auquel il faut rajouter, comme on est à disposition des collègues le lundi de 9 h le lundi toute la journée, et le matin à partir de 9 h, on accueille soit les collègues en interne qui viennent quand ils veulent, mais surtout les groupes. Hein. Vous avez vu, on a une belle salle de lecture, mais une seule salle pour accueillir tous les publics. Donc, ça peut être compliqué d'avoir des chercheurs à un bout qui travaillent et d'accueillir une classe de petites sections de maternelle en même temps. Donc, le matin est réservé à l'accueil des groupes. Alors, pour parler fréquentation, notre fréquentation elle est très irrégulière sur l'année et dépend beaucoup de la programmation du musée. Certaines expositions attirent plus de visiteurs ou de chercheurs et d'étudiants que d'autres. Donc, évidemment, notre fréquentation est en fonction aussi de la fréquentation globale du musée.
Il est clair que le mercredi et le samedi, et en période de vacances scolaires, nous avons beaucoup plus de familles avec des enfants qui viennent dans l'espace jeunesse après leur visite dans les salles d'exposition. Nous accueillons, et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé à l'ouverture, nous accueillons également beaucoup d'enfants ou d'adolescents seuls qui, je vous parlais, on est dans une banlieue voilà, avec beaucoup de quartiers politiques de la ville, beaucoup d'enfants désœuvrés et qui cherchent à s'occuper et du coup qui viennent au Macval, alors dans le jardin, mais aussi qui cherchent à visiter les expositions. Et puis quand ils commencent à être un petit peu trop excités, ben, on les envoie au centre de documentation parce que là, il y a des livres, il y a des BD et voilà. Donc, ils pensent avoir accès aussi, ils ont vite repéré nos postes informatiques, donc ils pensent pouvoir avoir accès à Internet, mais nos postes informatiques ne sont paramétrés que pour la recherche sur le portail documentaire et il n'y a pas d'accès à Internet. Donc, je vous disais, l'autre public important qui vient beaucoup et qui fait une grosse partie de notre fréquentation, c'est que le centre de documentation a été vite identifié comme un lieu de travail sur Vitry pour les lycéens et les étudiants qui n'ont pas d'espace chez eux. Dès que la bibliothèque municipale a des horaires d'ouverture finalement moins importants que les nôtres, dès qu'elle est pleine, ben, ils nous renvoient les jeunes travailler chez nous. Le jeudi, qui est jour de fermeture de la bibliothèque municipale, on a un pic de fréquentation clairement lié à ce lieu fermé. Donc, en fait, ils viennent travailler, ils utilisent un peu les usuels, mais de moins en moins. Les premières années, ils utilisaient beaucoup les dictionnaires, les encyclopédies, etc. Mais évidemment, aujourd'hui, plus du tout. Ils utilisent beaucoup le Wi-Fi, puisque depuis, alors on ne l'a pas eu à l'ouverture, mais on a eu le Wi-Fi en 2014, donc ils viennent pas mal utiliser le Wi-Fi. Certains feuillettent un peu, lisent les journaux, etc., mais c'est très limité. Et avant la pandémie, les 2 mois qui précèdent le bac, et ben, tous les ans, on a un afflux de jeunes qui préparent le bac. Je disais, on a 24 places assises. Il y a des après-midi, on fait 40-45 personnes sur l'après-midi parce qu'ils se mettent partout, dans l'espace multimédia, sur les poufs, enfin voilà, là où ils peuvent travailler. On a aussi parfois d'autres lecteurs adultes, donc séjourneurs adultes, qui là, effectivement aussi, on a parfois des chercheurs d'emploi ou voilà, des gens qui… On a eu quelques années de suite un écrivain qui venait, en fait, qui disait « je suis en résidence d'écriture au centre de doc du Macval ». Voilà, mais… alors, on a quand même des bacheliers, options, histoire de l'art, art plastique, art appliqué, design. Hein. On a sur le territoire de la commune un lycée qui propose toutes ces options. On a aussi des partenariats avec l'école du Louvre et d'autres universités. Actuellement, par exemple, Paris 3, il y en a un partenariat à venir avec Paris 8, etc. Et puis, on a aussi beaucoup d'enseignants et de futurs enseignants. On a un partenariat avec l'université de Créteil sur des futurs professeurs, avec la formation qui prépare au CAPES DOC pour futurs professeurs documentalistes d'établissements scolaires. Alors, je vous disais, nous, on a un gros volet médiation. On a conçu des visites avec nos collègues conférenciers d'équipe des publics. On a des visites appelées… Alors, en fait, en développant notre fonds de livres d'artistes, on s'est aperçu que le livre d'artiste était un formidable outil de médiation pour parler d'art contemporain, et entre autres aux enfants, mais pas seulement. Donc, au fil des années, on a développé un certain nombre de formats de visites. Donc le premier, c'est un livre, une œuvre, c'est un temps au centre de documentation autour de livres d'artistes et ensuite un temps en salle devant les œuvres. Donc ça, c'est un format qui a été développé pour les maternelles et les élémentaires. École comme centre de loisirs, hein, le Macval, une grande partie de sa fréquentation et les scolaires, mais pas seulement, c'est aussi les centres de loisirs, les centres sociaux, les centres de quartier, etc. Ce format s'est décliné au fil des années pour les 2-3 ans de crèche, qui s'appelle, vous le retrouverez dans notre portail, si on retourne en page d'accueil, vous retrouvez les différents, toute cette présentation, voilà, les différents formats que nous présentons. Et pour les crèches, il s'appelle Promenons-nous dans le musée. Voilà, donc les 2-3 ans de crèche. Et puis, il s'est décliné le dernier format qu'on avait mis en œuvre juste avant la pandémie, 1 an avant l'ouverture, qui est Bébé au Macval, 8-36 mois. Et en fait, voilà, ce format fonctionnant très bien. Au fil des années, on a de plus en plus de demandes de partenaires. Donc, c'est vraiment en binôme, hein, un documentaliste et un conférencier.
Et puis, on propose 6 fois par an ce qu'on appelle nos ateliers du livre d'artiste, où on invite un artiste à venir présenter son ou ses livres d'artiste. Et donc, c'est un format pour les familles avec enfants à partir de 5 ans. Alors, juste quelques mots, justement quelques chiffres peut-être sur notre fréquentation 2019, donc avant pandémie, pour vous donner un peu une idée. Alors, comme on est en accès libre, hein, évidemment, on tient à jour un fichier où on essaye de noter. Alors, soit les gens rentrent et ne se présentent pas, soit les gens disent, bah voilà, je suis étudiant, je suis chercheur, etc. et expliquent. Donc, on essaye d'avoir un fichier Excel où on essaye à peu près d'avoir… Donc, pour tout vous dire, donc l'année 2019, nous avons accueilli alors, des demandes, on a répondu à 1331 demandes en interne. Voilà. On a accueilli 73 groupes qui représentent 1162 personnes. Et on a accueilli, alors tout public confondu, hein, des familles avec enfants en passant par les chercheurs et les lycéens, 4431 individuels. On a eu 165 participants à nos 6 ateliers du livre d'artiste, ce qui fait à peu près une moyenne de 25 participants par atelier. Et dans tous ces chiffres, que ce soit individuel ou groupe, parce que ça c'est un chiffre qu'on nous demande régulièrement, on a accueilli 1017 mineurs, enfants et adolescents. Donc ça, c'était avant la crise. Alors, depuis 1 an et demi, alors je pense que ça a été, comme pour beaucoup d'entre vous, on a alterné des périodes d'ouverture et de fermeture, de l'interdiction totale de venir pendant le premier confinement. On a réouvert en juin l'année dernière. Alors nous, au Macval, on a une réouverture progressive, d'abord 2 jours par semaine, et puis ça s'est échelonné sur l'été pour réouvrir à nos horaires habituels en septembre. Donc, pour le centre de documentation, alors évidemment, hein, personne n'a été sur site pendant le premier confinement. Pendant le 2e et le 3e confinement, moi, je suis beaucoup venue sur site. Alors, moi, j'ai la chance d'habiter à 10 minutes à pied du Macval, ce qui est au quotidien et quand on habite en banlieue parisienne est évidemment une chance incroyable. Du coup, comme j'étais juste à côté, j'ai fait le choix pour permettre à mon équipe, dont certaines ont été sconfinées en province, d'autres ont beaucoup de transports en commun, hein, donc pour éviter quand même les risques d'attraper ce virus. J'ai beaucoup, moi, mais ça a été mon choix. Hein, en fait, c'est surtout, voilà, j'ai fait beaucoup de présentiel pour permettre aux équipes de rester à distance. Donc, évidemment, comme beaucoup d'entre vous, on a passé notre temps à refaire les plannings pour gérer le travail. Alors, à la fin de l'été, alors, quand on a réouvert le centre de documentation, je vous disais, avant la pandémie, nous étions ouverts en accès libre. Quand on a réouvert en juin 2020, on a réouvert sur rendez-vous, hein, puisqu'on avait, comme j'imagine vous tous, un protocole sanitaire assez strict, et ça nous permettait de pouvoir mieux gérer l'éventuelle fréquentation. On a tenté en septembre dernier de réouvrir en accès libre et là, on a eu énormément de soucis avec l'application des gestes barrières. Donc, les jeunes bacheliers commençaient un peu à revenir, mais on passait notre temps on avait l'impression d'être des pions de lycée, passer notre temps à leur demander de remettre le masque, à respecter les distances, à ne pas se regrouper, enfin voilà. Donc assez vite, au bout de quelques semaines, on a de nouveau réouvert, on a arrêté l'accès libre, on a de nouveau réouvert sur rendez-vous. Alors, en temps normal, à tous les publics, hein, un bachelier peut tout à fait demander, c'est le cas actuellement, à réserver un créneau. Alors, évidemment, on a eu ensuite les 2e et 3e confinements où là, on a de nouveau limité l'accès aux chercheurs ou aux étudiants justifiant d'une recherche, donc vraiment souhaitant consulter les fonds pour vraiment limiter au maximum. Alors, on s'est beaucoup posé de questions puisque le musée était fermé. Mais en même temps, le centre de documentation était, lui, autorisé, donc on a été quasiment le seul service à être autorisé à recevoir quand même du public, mais il fallait, bon, voilà, c'était pas toujours
On a continué alors sur une partie, pas au 3e, alors parce que du coup on n'arrive plus à suivre, mais en décembre-janvier, avant le 3e confinement, on a continué l'accueil de certains groupes, tous ceux avec qui on avait des partenariats spécifiques, École du Louvre. On est partenaire, nous, de la ville de Vitry qui, il y a 2 ans, a lancé une préparation école d'art aux écoles municipales artistiques. Donc nous, on a continué à recevoir les étudiants de la prépa école. Et puis ensuite, on a eu de nouveau l'interdiction de recevoir les groupes. Voilà, donc là, on est réouvert, on reçoit tout le monde, mais on a fait le choix pour l'instant et on réfléchit à ce que ça va donner. On maintient sur rendez-vous pour l'instant. Sur le protocole sanitaire, peut-être quelques mots. Nous, on a passé, le protocole a été modifié régulièrement. On a passé notre temps à le modifier comme dans toutes les bibliothèques, revoir les jauges, les conditions d'accueil, les conditions d'accès au fonds. Alors, je ne sais pas si c'est un site que vous avez utilisé, mais nous, on a suivi un peu l'actualité à partir de ce site ressources pour accompagner les bibliothèques, qui est BiblioCovid, qui a été mis en place, je ne sais plus, dès le premier confinement, mais par différentes associations professionnelles, voilà, je cherchais Bibliopathe, ABF, etc. Donc, qui à chaque nouveau décret, etc., a fait a décortiqué les décrets et fait des synthèses, voire des affiches. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un site ressource. On a mis à jour notre protocole sanitaire en suivant les recommandations de ce site. Alors, à la réouverture, après le premier confinement, on a suivi, on avait mis en place une quarantaine pour la consultation et le retour des documents, puisque je vous disais, on ne fait pas de prêt externe, mais nos collègues empruntent beaucoup. Donc, on avait mis la quarantaine de 10 jours pour les livres plastifiés, 48 heures pour le papier. Quarantaine qui a été ramenée à 7 jours, puis à 3 jours. Alors maintenant, dans les bibliothèques municipales, on n'est plus obligé de maintenir la quarantaine, plus pour des questions de lourdeur, parce qu'eux, ils ont des taux évidemment de circulation et de pré-retour tellement énormes, c'est une telle lourdeur logistique. Voilà, alors même si évidemment les risques ont diminué. Nous, pour l'instant, on a sur la consultation sur place, il n'y a plus de quarantaine puisque les gens viennent masqués et les mains soit passées à l'eau, soit au gel. Donc, il y a moins de risques. On a maintenu la quarantaine pour les livres empruntés par les collègues parce qu'on sait qu'ils peuvent être emmenés chez eux. Voilà, mais je pense qu'on ne va pas tarder à la lever. Nous, on avait coupé tout accès au rayonnage, c'est-à-dire tout le temps où vraiment on était à des risques importants, les collègues n'accédaient plus au rayonnage. C'était forcément un agent de documentation, enfin une documentaliste qui accédait. On a vraiment limité la manipulation des documents au maximum. On vient juste de rétablir, là, pour la réouverture du musée, la 19 mai, on vient juste de rétablir l'accès au rayonnage. On avait, nous, vidé, alors vous voyez, je vous ai montré des photos du centre de doc avec des tables d'actualité, des livres présentés en bout de travée, enfin voilà, on avait une valorisation de nos fonds très importante en salle de lecture, on en avait tout retiré, parce que l'idée de ces présentations, c'est de donner envie aux gens de manipuler les documents, et il fallait qu'ils évitent de les manipuler, donc on avait tout retiré, on vient juste de refaire nos différentes tables. Donc voilà, cette période a été vraiment une période difficile. En fait, on était empêché de faire ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire de donner envie de consulter les documents, ce qui était assez difficile. Alors, l'organisation des équipes, du travail à distance. Au premier confinement, on a eu la chance d'avoir une mise en place rapide par nos services informatiques au département d'un accès à distance à nos postes de travail. En une journée, on pouvait avoir accès à nos postes à distance. Donc, ça voulait dire accéder à tous nos documents partagés. Donc, tout ce qui peut être partagé sur le réseau, nos outils de travail habituels. Je ne sais pas, moi, tout ce qui... On a mis en place au centre de documentation un certain nombre de documents pour aider les collègues dans le travail au quotidien. Je ne sais pas, des règles de catalogage. Enfin bon, voilà, on a un certain nombre d'outils qui accompagnent les équipes. Donc, on a tout de suite accédé à ces outils-là. Très vite, on pouvait continuer à accéder au logiciel de gestion de la collection. Donc ça, c'était important. Et puis, je vous montrais le portail. Il existait déjà. Et ça, c'était une chance pour nous qu'il existe, bien avant la pandémie. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un outil
c'est notre premier outil qui nous permettait de garder le lien avec le public, mais c'est surtout que nous, cet outil, en fait, là, vous avez le portail, vous voyez le portail pour le public, mais en fait, nous, c'est notre outil aussi, notre SIGB, en fait, on y accède, on n'est plus du tout en client-serveur, l'ensemble de notre base est hébergé par le prestataire, ce qui fait que pendant le confinement, on accédait à nos outils professionnels, en fait. Donc, on a pu continuer, tout en étant chez nous, à travailler sur nos fonds, à cataloguer, enfin, etc. Donc, ça, c'était vraiment une chance importante de pouvoir accéder à notre SIGB en ligne. Et donc, quand est arrivé le confinement, on a réfléchi à 2 axes d'organisation du travail à distance, qui étaient d'abord, qu'est-ce qu'on pouvait continuer dans le traitement documentaire habituel pouvant être mené à distance, et puis, quel service pour nos collègues et nos lecteurs à distance. Donc, c'est les 2 axes qu'on a réfléchi. Alors, sur le traitement documentaire, on a regardé ce qui pouvait être maintenu dans le travail quotidien et puis, en même temps, on a réfléchi à des travaux de fond, du rétrospectif, des choses qu'on n'a jamais le temps de faire habituellement parce qu'on est pris par le quotidien et l'accueil du public. Et donc, on a listé un petit peu et on s'est réparti, y compris parfois sur notre collègue agent d'accueil. Évidemment, elle ne pouvait plus accueillir des publics, donc on lui a confié des missions, par exemple, de choses qu'elle pouvait mener à distance et continuer quand même à travailler. Alors, par exemple, sur le catalogage des documents, la collègue qui est en charge du catalogage, il y avait une grosse commande qui était partie juste avant le confinement. Elle avait en tête, elle avait une liste de livres qu'elle n'avait pas catalogués. Donc, en fait, elle a continué le catalogage à distance sans avoir les livres entre les mains. C'est-à-dire qu'elle a fait un pré-catalogage. Donc, on fait de la dérivation de notices BNF, etc. Et puis, quand elle est revenue en présentiel, elle a complété les notices et elle a exemplarisé les documents une fois sur place. Mais elle a pu continuer à cataloguer. Sur les revues, la collègue qui s'occupe des revues, elle, évidemment, on avait absolument, pendant 2 mois et demi, tous les abonnements qui sont arrivés au musée sont restés en sommeil. La seule revue auquel on était abonnés, auquel on a eu tous accès, c'est le Quotidien de l'Art. Qui est une revue numérique, donc c'est la seule auquel elle avait accès, mais par contre, elle a continué à faire un gros travail de veille sur Internet pour quand même maintenir le panorama de presse, qui du coup n'était pas papier, mais qui s'est transformé en panorama de presse numérique. Donc, quand elle est revenue ensuite en présentiel, elle a fait un bulletinage rétrospectif. Et ensuite, en fonction des périodes, là, depuis 1 an et demi, où elle a été parfois complètement en télétravail, revenir un peu, etc. Donc, moi, quand j'allais au musée et qu'elle était en télétravail, on avait un tableau de suivi. Au fur et à mesure que les revues arrivaient, je lui notifiais dans un tableau les revues arrivées. Et puis, pareil, elle faisait un pré-catalogage des revues et puis qu'elle exemplarisait en revenant. Sur la photothèque, la collègue a continué un travail rétrospectif de certains fonds du VDAC, donc des fonds argentiques qui avaient été numérisés, qui étaient stockés sur le réseau. Et donc, elle a eu beaucoup de mal au point de départ à accéder au réseau, mais quand elle a pu y accéder, elle a pu continuer un catalogage de certains fonds, mais surtout, elle a fait un énorme travail d'indexation rétrospective. Elle a repris des reportages, un ensemble de photos qu'elle a énormément réindexées. Alors, évidemment, sur l'archive, tout le temps, là, il n'y a aucun travail qui était possible à distance. On a profité de cette période-là, je vous disais, des choses un petit peu de fond. On a fait beaucoup de nettoyage dans la base. Alors, nettoyage des doublons autour des notices de collection. On a fait un gros travail de nettoyage des notices autorités. Puisqu'on avait un souci, nous, avant ce portail-là, on était sur une autre base de données qui fonctionnait en index et pas en notice autorité. On avait énormément de doublons. On avait aussi énormément de doublons sur les notices autorités liées au duo d'artistes, groupe d'artistes, collectif d'artistes, parce qu'en art contemporain, c'est un peu compliqué. On n'est pas toujours d'accord d'ailleurs avec les autorités BNF, puisqu'on les récupère, mais on n'est pas toujours, voilà. On avait des doublons avec des groupes d'artistes qui étaient créés en notice autorité personne, d'autres en notice collective. Donc, on a fait un gros travail
de nettoyage, et on a mis en place un tableau de suivi. En fait, autorité par autorité, on voit la forme qui existait, la forme qu'on a validée, et si elle est validée en collectivité ou en nom de personne. On a fait un gros travail aussi d'actualisation et de mise à jour des notices de livres d'artistes. Alors, c'est loin d'être fini, évidemment. On a rajouté manuellement des vignettes sur certains livres d'artistes. On a fait aussi de l'indexation, on a repris de l'indexation puisqu'il y a eu une modification Rameau avec la subdivision de forme qui est passée en 608, les autorités livres d'artistes qui n'étaient pas en Rameau, enfin bon, bref. On a fait un gros travail sur l'indexation. On a fait énormément de compléments d'informations en description, matériel, champ 317 pour ceux qui connaissent, en résumé. On a essayé de faire des résumés, de compléter des résumés. Et puis, on a fait un gros travail de lien vers des vidéos ou des sites d'éditeurs. Alors, je ne sais pas si… pardon, je remets en grand, excusez-moi, j'ai un peu de mal. Voilà. Alors, si je prends l'exemple pour vous montrer un peu d'un livre d'artistes pour enfants, que beaucoup doivent connaître le travail de Katsumi Komagata. Donc un livre d'artistes pour les enfants, et en fait il se trouve qu'il y a une présentation sur YouTube du livre, parce qu'évidemment quand on regarde une notice comme ça, on peut, là la vignette elle est toute petite, on ne se rend pas compte, mais voilà, il y a une présentation du livre. Donc on a fait un gros travail de lien comme ça vers des présentations en ligne. Donc, en fait, le lien, il est, vous voyez, quand vous êtes dans la notice, consultez en ligne, et ça permet de renvoyer. On a des vidéos où on voit l'artiste, par exemple, sur, je pense, un autre livre d'artiste de Fabrice Hibert, où on voit l'artiste en train de réaliser le livre. Et puis, pour certains livres où il y a des sites d'éditeurs qui sont vraiment très complet. Je vous montre une autre notice de livre d'artiste qui est un livre de Jonathan Monk, 24 dessins isométriques. Donc, vous voyez, nous, on a une toute petite vignette. Donc, il y a la description du livre. Donc, vous voyez, on a fait parfois même, on a récupéré des informations sur les sites des éditeurs. Et là, on renvoie sur le site de l'éditeur parce que il y a surtout énormément de visuels. Et des visuels non seulement de l'exemplaire que nous, on a acheté, mais des autres exemplaires. Voilà, donc on trouvait intéressant de renvoyer sur le site de l'artiste. Et on a profité aussi de cette période parce qu'on a un projet qu'on n'arrive pas à mener depuis un moment, c'est-à-dire que ce fonds de livres d'artistes qui est au centre de documentation, qui n'est pas dans la collection du musée, on aimerait bien quand même valoriser ce fonds dans la base des collections, parce que nous sommes membres du réseau Vidéo Muséum, donc des musées d'art moderne et d'art contemporain en France. Et donc, il y a une base en ligne, si vous allez sur le site de Vidéo Muséum, et on aimerait bien pouvoir valoriser ce fonds de livres d'artistes auprès des autres membres du réseau. Donc, actuellement, ceux qui ne savent pas qu'il y a un fonds de livres d'artistes au centre de doc, voilà. Donc, sachant que l'outil principal pour les professionnels du réseau, c'est quand même Vidéo Muséum, et ce n'est pas le portail documentaire du MACBAL, évidemment. Donc, voilà. Donc, on a un projet. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une sélection de livres qu'on souhaite valoriser dans la base des collections. Et voilà, donc on a profité de ce premier confinement pour commencer à faire une première liste. Alors maintenant, il y a tout un travail à engager avec nos collègues de la conservation, mais voilà. Donc voilà, du traitement sur… on a profité de cette période pour traiter des choses sur la base de données. Et puis, on a beaucoup réfléchi à la question de faciliter l'accès aux ressources, puisque évidemment, tout le monde étant bloqué chez soi, comment accéder quand même à certaines ressources. Donc, je vous ai montré les liens. Alors, on a rajouté des liens. Par exemple, on a un partenariat avec la galerie municipale de Vitry. Ils ont mis leur catalogue, leur PDF en ligne sur le site de la galerie. On a fait, de la même façon que je vous montrais, on a fait des liens vers les PDF directement. On a fait des liens vers, pareil, il y a une collection de livres d'artistes d'un éditeur dont tous les PDF sont en ligne. On a fait des liens vers tous les PDF. On a fait des liens aussi vers des fascicules de revues. Il y a un certain nombre de revues qui sont qui ont leurs archives sur Open Edition, etc. Donc, de la même façon, si je prends l'exemple de Culture
et musée. Voir les numéros. Donc, de la même façon, on va prendre les intros récents. Voilà, quand vous allez dans la notice du fascicule, eh bien, pareil, vous basculez directement. Ça, il y a beaucoup de collègues. On a une revue, par exemple, qu'on utilise beaucoup, qui est la revue Marge. Beaucoup de collègues ne savaient pas que Marge a mis ses archives en ligne. Donc, voilà, ça facilitait le travail de repérage des ressources primaires. Alors, nous, on a fait aussi un gros travail qu'on n'avait jamais fait, qui est de mettre dans le portail en accès, alors que pour les collègues en interne, puisque l'autre aspect de ce portail qui était important pour nous, c'est de pouvoir gérer des droits d'accès en fonction des profils. Et donc, on a mis tous les PDF de nos éditions pour les collègues en interne. Donc, en fait, voilà. Quand on est identifié personnel Macval, on accède alors, hop, au PDF. Là, c'est le dernier catalogue de notre exposition actuelle de la collection, Le Vent se lève. Donc, les collègues, voilà, et peuvent même le télécharger, le partager, etc. Donc ça, on a référencé. Alors, il nous en manque encore quelques-uns parce que les premières années d'édition du musée, les catalogues sont dans des formats qu'on ne peut plus lire. Donc, il faut que je trouve une solution avec les services informatiques pour arriver peut-être à les transférer sur un autre format. Mais à part les 2 premières années du musée et puis 1 ou 2 collections qu'on ne fait plus, on a mis toutes nos éditions, ce qui fait que pour les collègues en interne, ça leur a permis d'accéder à tous les catalogues d'exposition, à tous les parcours, tous les catalogues de la collection et un certain nombre les actes de colloque. Tous nos actes de colloque aussi ont été mis en PDF. Voilà. Ma collègue en charge du fonds audiovisuel, donc je vous disais que le musée produisait énormément de vidéos. On produit des interviews d'artistes. Alors, je vous emmène sur Archives audiovisuelles du musée. Donc, c'est des interviews d'artistes, c'est des captations de tout ce qui est programmation, on fait des captations de visites, de colloques, de performances, etc. Donc, la collègue a fait un gros… Enfin, voilà, là, il y avait du retard, puisque c'est un fonds qui nous a été transféré assez récemment. Alors, ce fonds, il est stocké sur Vimeo. Il est toujours stocké sur Vimeo, puisque je vous dis, on est hébergé par notre prestataire et donc le coût d'hébergement annuel est fonction du volume hébergé. Donc, on a fait le choix de continuer comment je veux dire, à stocker nos vidéos sur Vimeo. Par contre, quand vous allez sur une notice, donc je vais prendre vidéo numérique. Voilà, là c'est une captation en fait. Donc la vidéo, elle est cataloguée, elle est indexée et dans le viewer en dessous, vous voyez la vidéo et la vidéo, elle est toujours sur Vimeo, mais là, on accède aussi directement par le portail. Donc là, c'est la captation. En fait, on a invité, il y a maintenant 4 ans, je crois, Jean-Christophe Normand à réaliser une œuvre in situ, œuvre qui depuis a disparu. Donc, il a été suivi pendant toute la réalisation de l'œuvre, filmé, en train de réaliser l'œuvre, et puis ensuite, il est interviewé sur ce travail-là. Donc, la collègue a profité du premier confinement pour finaliser tout le rétrospectif de la production audiovisuelle. Alors, sachant que toute la production audiovisuelle depuis les débuts du musée n'y est pas, parce que tout n'est pas sur Vimeo, qu'il y a encore des choses qui sont sur DVD. Enfin bon, voilà, il en reste encore. On a encore beaucoup de travail pour les années à venir. Ensuite, on a profité aussi de cette période-là pour archiver dans le portail tous les outils de médiation du musée qui ont été réalisés pour l'ouverture. Alors, chez nous, ce qu'on appelle les CQFD, ce qu'il faut découvrir, ce sont nos dossiers pédagogiques. Tous les documents de médiation pour les enfants, alors nous, on en a un qui s'appelle le bon plan, qui est un livret pour les familles. Donc, hop, voilà, si je vous montre le dernier. Donc, qui est un outil de visite pour les familles et pareil, qui est donc consultable en PDF dans le portail. Donc, on a archivé tous les bons plans. On a depuis quasiment l'ouverture du musée un partenariat avec l'AICA, l'Association internationale des critiques d'art, qui rédige des textes
qui sont mis sur des petits feuillets devant les œuvres en salle. Ma collègue a pareil, catalogué et indexé tous les textes qui s'appellent « C'est pas beau de critiquer » ou « Sous influence », donc qu'on peut retrouver dans le portail. Tous les audio-guides, les pistes audio-guides qui sont en fait, sur nos audio-guides, ce sont les artistes qui présentent leurs œuvres. Donc, toutes les pistes audio-guides depuis l'ouverture ont été indexées, cataloguées et indexées. Et puis, tout ce qui a pu être produit depuis 1 an et demi en termes de, pendant les périodes de fermeture du musée, toute la médiation qui a pu être faite et diffusée, soit via le site internet du musée, via les réseaux sociaux. Donc, sur la chaîne, on a aussi une chaîne YouTube, Macval. Donc, que ce soit des ateliers pour les enfants, des conférences en ligne, des visites filmées, des podcasts, tout ce qui a été produit est également catalogué, a été catalogué et indexé dans le portail. Ça va de alors, ce qu'on appelle les visites botaniques. Voilà, par exemple. Voilà, donc les visites botaniques, donc il y en a plusieurs. Hein, à chaque fois, elle a dû mettre, voilà, elle a indexé par les titres d'œuvres. Donc, hop, sur... Voilà. Donc, c'est... Je ne sais pas si vous entendez bien. Non, on a les sous-titres. Je ne sais pas si vous avez le son. Normalement, il y a le son, mais il n'est peut-être pas assez fort là. Oui, mais on a les sous-titres qui s'affichent. Pardon, Céline, j'en profite. 3 minutes encore avant de laisser place aux questions. Oui, ça vous va ? Oui, je pense que je vais accélérer un peu. Je pense que je suis presque à la fin. Peut-être pour parler des services à distance. Donc, qu'on a mis en place. Donc, je vous disais, avant le confinement, on faisait déjà des services on répondait à des mails, au téléphone, etc. Donc là, pendant le confinement, on a une adresse générique centre de documentation qui a été vraiment le point centralisateur de toutes les demandes et on invitait nos collègues et le public à faire leurs demandes via cette messagerie qui était ensuite redirigée sur l'ensemble des équipes. De l'équipe. Donc, on a fait pas mal d'envois par mail de documents issus du portail pendant le confinement. Puis après, au retour en présentiel, on a scanné aussi un certain nombre de documents qu'on envoyait par mail. Donc, on a continué à fournir les photographies. On a eu, pendant le premier confinement, on n'a eu pas beaucoup. En fait, on a fait plus du conseil, c'est-à-dire on a beaucoup de la formation. En fait, à distance, on a répondu à pas mal. On a eu pas mal de rendez-vous téléphoniques pour aider les étudiants et les chercheurs dans leur recherche, les orienter, les accompagner, les conseiller. Et puis, c'est ce que je vous disais, hein, notre panorama de presse papier était transformé en numérique le temps du premier confinement. Le portail documentaire, donc je vous disais, c'est l'outil central de la relation avec les lecteurs extérieurs. On a mis en place des choses spécifiques. Donc, par exemple, on a fait un encart pendant le premier confinement, des suggestions de sites web sur différentes thématiques, voilà, l'art contemporain pour la jeunesse, les MOOC, les manifestations, musées, conservation, généralité, voilà, on a fait toute une page avec des liens. On a profité pour valoriser aussi, toujours en page d'accueil, les dernières acquisitions de la collection. Voilà, et un focus sur une grosse donation qu'on a eue en 2019 de la collectionneuse Agnès Rhin qui a donné 48 œuvres au musée. Donc, on a fait un focus sur une sélection d'œuvres où à chaque fois, on présentait l'artiste et puis on valorisait soit nos ressources, soit les ressources externes. Mais alors tout ça, pour vous dire juste quand même, on a quand même été, nous, très vite limités par la question des droits d'auteur. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, pas d'accès aux articles en ligne, limité dans la reproduction des photographies, etc. Alors, en termes de chiffres, on a eu une augmentation du nombre de demandes de création de compte pour avoir accès à certains services. Je vous disais, le panier de recherche, fil d'abonnement, etc. Donc, évidemment, ça a été l'occasion pour des collègues qui n'avaient pas encore pris l'outil portail documentaire en main, qui continuaient à vouloir venir nous voir, être dans la relation humaine. Et bien, du coup, ce premier confinement a fait que notre portail a été beaucoup plus pris en main par les équipes et l'ont beaucoup plus utilisé. Ils se sont rendus compte que plutôt que de nous demander
demandait une photographie par mail, quand il se connectait dans le portail en étant authentifié, il pouvait non seulement avoir accès à l'image, mais à la photographie, mais à la télécharger aussi directement. Voilà, on a eu une hausse très nette de notre fréquentation. Alors, si j'ai le temps quand même je pourrais vous montrer quand même, mais bon, je pourrais le remontrer après, vous montrer les différences de chiffres de fréquentation de notre portail avant la pandémie et depuis la pandémie, avec des pics vraiment où on a des augmentations très nettes de pics de consultation du portail, surtout pendant les périodes de confinement. Oui, pardon. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce que j'ai mon voisin qui a décidé de tondre la pelouse. Les charmes de la campagne. Voilà. Et non, je suis en ville, pourtant, mais voilà. Céline, justement, les chiffres de fréquentation, il y a une question justement qui est posée sur ce sujet. Donc, si vous avez effectivement des précisions sur… il y a une question baisse ou hausse de la consultation du catalogue du centre pendant les périodes de confinement. Donc, si vous avez des chiffres justement ou un graphique, c'est très bien. Vous le voyez ou pas? Alors. Pas encore. Je vais refaire écran partagé. Alors, si on prend les stats entre 2019 et 2020, donc ça, c'est les sessions et le nombre d'utilisateurs. Et vous voyez, par exemple, si on prend mars 2019, 2313 sessions, 1888 utilisateurs, 2792 sessions, 2198 utilisateurs. Et quand vous prenez toute la période de mars à juin, vous voyez clairement que la fréquentation, elle a augmenté. Si vous allez en fin d'année, de même, à partir d'octobre, pareil, entre octobre 2019, octobre 2020, novembre, vous voyez, on a presque 1000 de plus entre les deux, décembre. Là, pareil. Et puis, si on prend, et même ça continue, hein, si on prend les premiers chiffres du début d'année, même on fait plus que, vous voyez, même si on prend mai, 1972 sessions en 2019, 2769 en 2020 et 3675 là, cette année. Donc, clairement, on a un outil qui a permis, en fait, on a une très nette augmentation de l'utilisation du portail. Juste peut-être pour finir, du coup, bon, ça, j'en reparlerai peut-être. Juste pour conclure, alors je vais conclure rapidement puisque j'ai été longue. Donc, il y a certaines choses qui sont mises en place pendant cette période qui vont être pérennisées. Notre collectivité qui était farouchement contre le télétravail a décidé d'introduire un peu de télétravail. Donc, quand on partira sur un fonctionnement normal, voilà, il y a une mise en place du télétravail. Donc, ça veut dire une autre façon de travailler entre les équipes. Voilà, je pense que ça va être un vrai casse-tête en termes de planning, mais parce qu'il faut quand même qu'on continue à accueillir le public sur place. Alors nous, ça nous a incité, là on va commencer à étudier sérieusement la possibilité de prendre certains abonnements numériques pour les périodiques. Clairement, ça nous a manqué pendant toutes ces périodes de ne pas avoir d'abonnement numérique, d'avoir privilégié le papier. Le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas des budgets qui nous permettent de prendre les deux. Donc, si on prend numérique, c'est le public externe qui n'aura pas forcément accès, ou alors il faut voir en salle de lecture sur nos postes. Enfin, bon, voilà, ça s'étudie. Et nous sommes aussi en train d'étudier la possibilité d'acheter des livres numériques. Donc, il y a une offre. Notre prestataire, le portail que vous avez vu, c'est le logiciel Archimède de la société, le logiciel Syracuse de la société Archimède, et Archimède a lancé là, mais très récemment, je ne sais plus si c'était en mars ou avril, une nouvelle offre de livres numériques qui s'appelle Biblio on Demand. Et ils nous ont donné des codes d'accès provisoires pour qu'on aille un peu explorer ces plus de 2 millions de titres, hein, dont 1,5 million donc c'est PNB plus la base anglaise Brown's Book. Donc, il y a énormément aussi de publications étrangères. Donc là, on est en train d'étudier un peu, de voir ce qu'il y aurait dans notre domaine de l'art contemporain, parce que je pense que c'est une part un peu, mais bon. Clairement, on va se poser la question du numérique de documents
numérique. Nous, pour terminer, la crainte qu'on a concernant la fréquentation du centre de documentation, c'est que là, on a réouvert le 19 mai et bon, on réouvre une période où, pour tout ce qui est enseignement supérieur, bah, c'est la fin, hein, donc voilà. Mais habituellement, tous les bacheliers qu'on a les années précédentes ne sont pas revenus du tout. Alors, pour avoir discuté avec des collègues de la bibliothèque municipale, c'est le cas chez eux aussi. Donc, je pense qu'on est sur une année où beaucoup de gamins ont décroché, en fait. Donc, ça, c'est plutôt inquiétant. Mais du coup, là, depuis la réouverture, si on fait 3 lecteurs par semaine, on est loin des 45 par jour qu'on avait avant la pandémie. Donc, ça, c'est un peu, après toute cette année de coupure, est-ce qu'on va retrouver notre public d'avant? Comment on fait revenir? Ça, c'est une question qui, voilà, comment on va faire revenir nos lecteurs jusqu'au centre de documentation du MACVAL, on ne sait pas encore. Voilà, je suis désolée, j'ai été un peu longue, je vais peut-être arrêter le partage de lecture. Voilà. Soyez pas désolés, Céline, c'était tout à fait passionnant, votre intervention. Il y a eu d'abord, moi, à titre personnel, je voulais vous dire, je l'ai trouvée vraiment passionnante, que je voulais faire remarquer quand même que vous êtes un des rares centres de doc en France à respecter la réglementation qui a été redonnée sur le fait de donner accès aux ressources vraiment dans le cadre du CRPA, hein, vous savez, le Code des relations entre le public et l'administration, qui a été transcrit en 2015, donc vous étiez bien avant 2015, à ouvrir largement vos données. Et là, vous avez montré que pendant le confinement, vous avez encore accéléré le processus. Donc, c'est vraiment remarquable parce que c'est un sujet très sensible, moins dans les bibliothèques, mais beaucoup dans les musées, et qui est avec des centres de documentation qui sont réservés à des étudiants ce qui est totalement illégal, puisque, on n'a pas le droit de limiter à un certain type de public et on n'a pas le droit non plus de dire lecture uniquement sur place et donc ou consultation uniquement sur place et donc vous aviez pris ce parti très, très tôt et donc voilà, moi j'ai été très sensible, à ce point parce que, vous avez devancé, la réglementation, ce qui est vraiment, magnifique. Voilà, alors des questions, il y a des questions. Il y a eu, relativement peu de questions liées au sujet propre du confinement. Il y en a une, vous y avez répondu, c'était est-ce qu'il y a eu une baisse ou une hausse de la consultation du catalogue du centre doc? C'est Thibault qui posait cette question et vous avez bien montré donc je ne reviens pas dessus. Alors, les sujets qui sont, liés au fonctionnement global, hein, du centre de doc, je les ai regroupés il y en a qui concernent les droits évidemment, il y en a qui concernent les liens avec les éditions, le sujet des éditions. Il y avait un sujet outils, mais là je pense que outils, vous y avez répondu, hein, en disant, Vidéomuséum, pardon, Gécole, et Navigarde pour les collections et Archimède pour, la documentation. Si je me trompe, vous Non, c'est ça. me corrigez. Voilà, et sur le public du centre et sur des sujets de médiation. Alors, je vais vous les donner au fur et à mesure. Commençons par le sujet des droits, par exemple, mais une qui est justement une question qui est assez liée au confinement. La transmission de ressources documentaires, dossiers scannés, photographies, etc., par mail fait-elle l'objet d'une tarification? Puisque bien sûr, vous avez le droit de tarifier. Est-ce que vous tarifez? Nous, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on transmet, nos services sont gratuits, y compris dans la fourniture de photos, hein. C'est un vrai choix de notre collectivité pour l'instant, de ne pas faire payer tout ce que nous fournissons en produits et services documentaires. Tout est entièrement gratuit, voilà, de notre côté. Ce qui fait que, par exemple, en matière de fourniture photographique, vous avez un certain nombre, on a énormément de demandes, puisque après, les éditeurs non plus, enfin, ne payent que du coup les droits AD/AGP ou des choses comme ça, mais déjà, nous, on ne fait pas payer. Ce qui fait qu'on a beaucoup d'œuvres du MACVAL qui sont représentées dans un certain nombre d'ouvrages, puisque, voilà. Donc, c'est un vrai choix, hein, de notre collectivité. Alors, sujet lié aux éditions. Quel est le rôle du service de doc dans les éditions du musée? On n'en a pas, si ce n'est D'accord. d'accompagner les collègues dans leur recherche documentaire qui aboutit à la rédaction des textes, mais on a une collègue en charge des éditions MACVAL qui, voilà, qui est une éditrice et nous n'avons aucun rôle dans les éditions du musée, si ce n'est de les diffuser, de les valoriser, mais voilà. D'accord.
Et sur le site, parce que vous avez votre catalogue en ligne, etc., mais sur le site internet, est-ce que vous avez aussi, est-ce que vous avez, ou plus exactement, est-ce que vous intervenez sur le site internet du musée? Alors, on a beaucoup travaillé les liens entre le site et le portail. Si je vous repartage l'écran, je vais essayer d'aller… Il est arrêté le partage d'écran ou… Alors, Non. je sais Non, pas. normalement, tu as toujours le droit de co-animation, il n'y a pas de problème. Alors, écran partagé, voilà. Je vais retourner sur… Mais là, je vais vous emmener sur le site du musée. Donc là, on est en page d'accueil du site du MACVAL. On a énormément travaillé les liens. Donc, on est dès la page d'accueil, on est tout en bas, évidemment. On bascule sur une présentation du centre de documentation. Et quand vous êtes là, à plusieurs endroits, hop, accédez au portail et vous basculez sur le portail. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, à différents endroits, on a beaucoup travaillé avec le webmaster à faire des liens. C'est-à-dire, par exemple, quand on est là, c'est l'exposition actuelle de Taïsir Batniji, quelques bribes arrachées au vide qui se creusent. Si vous voyez, donc présentation, inauguration, piste sonore, œuvre, affiche, ressources documentaires, qui vous emmène tout en bas et en fait, voir le dossier documentaire et qui bascule sur le dossier documentaire qu'on a sur notre portail documentaire qui est consacré à Taïsir. Donc, il y a plusieurs endroits comme ça. Sur le site internet du musée, il y a des liens qui nous permettent de rebasculer sur le portail. Comme nous, dans le portail, là, vous êtes sur le dossier documentaire de Taïsir, présentation d'exposition et normalement, on rebascule sur le site internet. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé et réfléchi avec le service com et le webmaster. Et puis, dernièrement, on a même activé des liens entre… la base des collections, donc si je vais, alors c'est pareil, le menu, il est caché par Zoom, c'est déplacé, voilà. Si je vais dans la base des collections, donc Navigart, si je prends par exemple l'œuvre de Laura Lamiel, voilà, donc si je vais sur la notice de l'œuvre, quand vous allez dans bibliographie, donc vous avez les références bibliographiques dans lesquelles l'œuvre est reproduite. Et vous voyez, vous avez le petit lien là, voir la notice dans le portail documentaire. Et dans ces cas-là, vous basculez sur la notice du document dans le portail, s'il veut bien. Voilà. Et là, vous basculez sur la notice du livre. Donc, on a beaucoup travaillé les liens entre le portail et le site internet du musée. D'accord. Et alors, du coup, il y a une question qui vient d'arriver. Est-ce que vous intervenez dans Navigart directement ou pas du tout? Alors, nous, oui, pour tout ce qui est référencement bibliographique, c'est nous qui saisissons, voilà, mais c'est tout pour l'instant. Moi, je fais un peu de rétrospectif, mais on n'a pas tellement, enfin, j'ai pas eu tellement le temps. Sur tout ce qui est exposition aussi, parfois, parce qu'en fait, j'en ai pas tellement parlé, mais nous conservons en centre de documentation tous les dossiers d'œuvres de la collection qui sont habituellement gérés par les services de conservation. En fait, sont centralisés, tous les dossiers d'œuvres sont centralisés. La conservation, quand elle a besoin d'y avoir accès, se déplace au centre de doc pour consulter les dossiers. Donc, ça nous arrive de faire un peu de rétrospectif aussi dans la base des collections, des expositions temporaires, des prêts, par exemple, qui n'ont pas été référencés ou des choses comme ça à partir des dossiers. Très bien. Alors, je reviens à la question sur les éditions, parce qu'elle était à tiroir, hein, cette question. Est-ce que vous publiez sous la responsabilité du service des ouvrages sur la doc en art contemporain? Non. Non, d'accord. Je fais j'anime, mais pas au nom du MACVAL. Je suis formatrice, comme vous le disiez, pour le CIPAC, et tous les ans, j'anime une formation de 2 jours. Ça fait déjà quelques années que je la fais. Je l'ai faite la semaine dernière, là, pour celle de 2020, qui s'appelle « Documenter l'art contemporain ». Mais non. Ok. Alors, maintenant, on a des questions qui concernent le public du centre. Alors, vous y avez en partie répondu. Est-ce que vous comptabilisez les publics qui ne viennent pas spécifiquement pour le fond de vos dans vos fréquentations? On fait un contrôle au faciès. C'est-à-dire que quand on voit des gens qui rentrent et qui ne se… Alors, soit ils se promènent dans le musée, dans la salle de lecture, ils ne se posent pas tellement, ils font juste se promener et puis ils ressortent. Et dans ces cas-là, on met visiteurs et on va mettre 4 visiteurs, par exemple. Soit ce sont des gens qui s'installent.
Et en fonction, on essaye de voir si c'est un collégien, un lycéen ou un étudiant. Donc, on va mettre collégien, lycéen, étudiant. Mais vous voyez, c'est totalement arbitraire parce que ça se trouve, on se trompe et quelqu'un qui fait très jeune est peut-être plus âgé, etc. Voilà, donc on note comme ça. Et après, si on a des vraies demandes, bonjour, je suis en licence d'histoire de l'art à Paris 3, je fais une recherche sur tel sujet, là, on le note vraiment. Ce qui nous permet effectivement d'avoir, l'idée, c'est pas d'avoir des statistiques précises, c'est d'avoir une idée voilà, globale de la fréquentation et d'avoir un peu, essayer de déterminer comme ça des typologies un peu de public pour avoir un peu une idée de qui. Mais pour tout vous dire, dans les chiffres que j'ai donnés, c'est beaucoup de jeunes du quartier qui viennent pour travailler et on est quand même, nous, en banlieue parisienne, on est dans l'ombre de Paris, avec un nombre de bibliothèques et de lieux de ressources documentaires qui font que on a beaucoup de mal à attirer les étudiants de Paris, en fait. On a beaucoup d'étudiants locaux parce qu'il y a des lieux de vie, il y a des résidences, entre autres universitaires, à Vitry, Ivry, etc. Mais à part ceux qui font une recherche précise, qu'on repérait dans le portail un document, qui veulent accéder à un dossier d'œuvre ou à une archive spécifique, le gros des étudiants viennent en fait pour utiliser la salle de lecture comme lieu de travail et pas pour consulter les fonds. Oui, vous savez, on fait le même constat dans les bibliothèques spécialisées de la ville de Paris, hein. Si vous allez à la bibliothèque historique de la ville de Paris, vous verrez que maintenant il y a des tables qui sont réservées à des étudiants qui viennent travailler là, surtout l'hiver quand il fait froid et qui sont pas bien chauffés et les tables réservées vraiment aux personnes qui viennent consulter le fonds, elles sont devenues extrêmement limitées. C'est 2 tables maintenant, je crois, 2 ou 3 tables. Tout le reste, ce sont des étudiants qui viennent, parce qu'il y a de l'internet, il y a de l'électricité, il y a du chauffage, il y a des usuels. Et voilà. Oui, Donc, mais je pense que pas c'est une problématique des grandes villes, en fait. On a beaucoup, les gens vivent dans des petits logements. Nous, sur Vitry, il y a des fratries qui partagent à 4 enfants, si ce n'est pas plus, le même espace. Donc, pour travailler, ils ont besoin d'endroits au calme. Voilà, et puis, en tout cas chez nous, même si la bibliothèque municipale a élargi ses horaires, je pense que voilà, les centres de documentation des établissements scolaires sont très limités en termes d'accueil, en tout cas en dehors des horaires de cours ne sont pas ouverts aux étudiants, enfin voilà. Mais moi je trouve que c'est une vraie problématique. Alors, est-ce que c'est à nous, centre de doc spécialisé d'une institution muséale et patrimoniale, de répondre à ce besoin? Voilà. Par la force des choses, on le fait, mais il y a des après-midi, on est des surveillants. Enfin, quand je disais en rigolant, on est des pions de lycée, on est plus des pions de lycée que des documentalistes quand même. Oui, mais en même temps, c'est le choix initial du McVal, hein. Oui, Vous le complètement. disiez, Non, le choix mais… social, voilà, c'est assez cohérent avec le choix initial. Alors, puisque vous parliez de la bibliothèque, moi j'avais une question justement, quelle est la nature de vos liens? Parce que vous êtes une tutelle départementale et avec la bibliothèque municipale, quelles sont la nature de vos relations? Alors, on a pas mal travaillé les premières années, surtout que, en fait, le département du Val-de-Marne, vous savez, les 3 départements de Petite Couronne n'ont pas de bibliothèque départementale de prêt. Eh oui. Donc, il n'y a pas de BDP chez nous. Et que le département du Val-de-Marne avait mis en place, en fait, financer des fonds thématiques, donc ça, c'était il y a 15-20 ans, financer des fonds thématiques qui étaient déposés dans les bibliothèques municipales. Et donc, à Vitry-sur-Seine, ils avaient créé un fonds thématique art contemporain, art plastique, qu'avait, mais alors, entre le projet du musée et sa réalisation, il y a eu plus de 10 ans, puisque le concours d'architecture, c'est 91-92 et pose la première pierre 2003. Donc, dans les années 94-95, ils avaient créé ce fonds thématique art plastique à la bibliothèque municipale de Vitry en prévision du futur musée et que nous devions, en fait, à l'ouverture, récupérer normalement. Bon, sauf qu'entre les deux, il s'était passé un certain nombre d'années, que la bibliothèque avait trouvé son public, que la bibliothèque offrait un certain nombre de services comme le prêt que nous ne faisons pas, que la bibliothèque avait créé un fonds généraliste, y compris d'autres scènes artistiques, que nous, on était vraiment spécialisés scènes artistiques en France, enfin voilà, avec des axes très précis. Donc, on a fait le choix, en fait, de laisser ce fonds thématique à la bibliothèque, qui n'est plus du tout développé. Aujourd'hui, le département a arrêté cette politique-là, a mis en place une plateforme de ressources numériques qui s'appelle Eureka. Et du coup, on a quand même travaillé beaucoup la question de nos politiques d'acquisition. Donc, nous, centrés sur la France, eux, se sont du coup recentrés sur d'autres scènes artistiques. On continue quand même. Voilà, nous, quand des gens veulent emprunter, on les envoie à la bibliothèque municipale. Dans nos bibliographies que l'on fait,
On met souvent, on a un système de repérage, c'est-à-dire on fait une bibliographie à partir de nos ressources, mais aussi du fonds de la bibliothèque municipale, en spécifiant la cote. Et puis, on travaille aujourd'hui beaucoup plus avec eux pour tout ce qui n'est pas du domaine de l'art contemporain. On a une politique, on a une programmation culturelle et Magval qui est très transdisciplinaire, j'allais dire. On a des projets avec le centre chorégraphique, donc Dancing Museum autour de la danse. On travaille avec, là, on va accueillir un spectacle de théâtre en fin d'année. On travaille donc avec des musiciens. On travaille avec, on invite régulièrement des écrivains. Enfin voilà. Donc en fait, quand on doit accompagner nos collègues dans certains besoins documentaires, mais qui ne sont pas propres à l'art contemporain, qui sont plutôt des besoins sur d'autres domaines de la connaissance, y compris philo, sociaux, je ne sais. En fait, on travaille avec la bibliothèque municipale pour qu'ils acquièrent les ouvrages et qu'ils les mettent à la disposition des équipes. Voilà, parce qu'on ne peut pas pousser les murs. Donc, il y a un moment, on est bien obligé d'avoir des choix de politique d'acquisition restreints. D'accord, merci beaucoup. Alors, une autre question un peu intime de Gérard Regimbaud. Quelle revue numérique allez-vous choisir? C'est là toute la question. Je ne sais pas comment on va faire. Là, il va falloir qu'on se décide parce qu'on va être dans la prépa budgétaire cet été pour l'année prochaine. Je pense qu'on va faire comme on avait fait en fait à l'ouverture du musée pour nos premiers abonnements. On va demander à nos collègues ce qu'ils utilisent, parce qu'il y a des collègues qu'on utilise certaines, hein, voilà, on va demander l'avis de nos collègues d'abord. Qu'est-ce que vous utilisez? Qu'est-ce que vous aimeriez utiliser? Parce que certains ont des abonnements privés pour certaines revues. Voilà. Et puis à partir de là, on va faire une étude déjà. Il faut qu'on puisse étudier pour passer au numérique. Il faut qu'on soit sûr de pouvoir les mettre à disposition de nos lecteurs extérieurs, au moins en salle de lecture, pas à distance, ça nous semble impossible. Mais au moins, quand ils se déplacent sur place, c'est-à-dire que nous, il faut que ça soit accessible au public externe aussi. Donc, je ne sais pas encore. Il faut qu'on ne s'est pas encore lancé, mais on va partir des besoins et des demandes. Hein. Le quotidien de l'art, quand il est, enfin voilà, ça a été une demande évidemment quand il a été lancé, ça semblait un peu incontournable, mais puis après ça va être une question de coût, hein, parce que là on a. Oui, parce que les coûts numériques sont parfois extrêmement élevés. Hein. Ça dépend du nombre de connexions, ça. Ouais. Donc c'est pareil, si on limite à 5, mais qu'il y en a 25 qui veulent consulter, on fait comment? Oui. Donc, non, c'est un casse-tête, hein, c'est un vrai casse-tête. Hein. Et puis ça va être budgétairement, nous on a des beaux budgets, mais qui n'ont pas bougé depuis l'ouverture. Donc moi j'ai toujours le même budget abonnement depuis 15 ans. Donc il est confortable, il est de 6 000 € par an. Donc pour un petit centre de doc comme nous, ça reste confortable. Dedans, il y a quand même l'abonnement à la base Elect, enfin non, elle est en plus maintenant. À une ou deux bases dedans, mais non pas Elect, Elect c'est ailleurs, mais on a dedans un abonnement à une ou deux bases. Mais ça veut dire que quand on veut prendre un nouvel abonnement, il faut en arrêter un autre. Alors, c'est très fluctuant. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de revues qui sont arrêtées. Voilà, il y a quand même, ça bouge beaucoup en matière d'art et d'art contemporain du côté des revues. Donc, quand certaines s'arrêtent, ça nous permet de… voilà. Mais ça veut dire que c'est budget et puis, voilà, les coûts d'abonnement augmentent quand même tous les ans. Donc voilà. Donc, à budget constant, ça va être un difficile équilibre entre les besoins et les budgets. D'accord. Et alors, autre question indiscrète qui vient d'arriver, quel est le budget annuel du centre doc en dehors des abonnements? Alors, on a un budget d'acquisition de livres de 12 000 €. Donc, dedans, c'est les éditions courantes comme les livres d'artistes. Donc, ça nous arrive d'acheter une pièce à 2 500, 3 000 €. Hein, donc, tout de suite, voilà. Alors, c'est ce que on est à peu près aujourd'hui, les premiers temps, la part du livre d'artiste, c'était 15-20% dans notre budget annuel. On est passé à un moment à 50-50 et là, j'ai regardé l'année dernière, ça a été 60% pour le livre d'artiste et 40% pour l'édition courante. À côté de ça, on a des petits budgets, on a un petit budget restauration pour tout ce qui est restauration des livres. On a un petit budget, je ne l'ai pas en tête, tout ce qui est matériel, parce qu'on achète beaucoup de matériel de conservation, des boîtes de conservation, du matériel pour la photothèque. Donc tout ce qui est matériel spécifique, doc, archive, photothèque, on a une ligne de 2 000 €, je crois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les droits CFC, mais les droits CFC, je vous dis, pour un panorama de presse tel que nous on le fait, c'est 200 € par an, hein, normalement, c'est pas énorme non plus.
On a un budget de numérisation. C'est nous qui gérons toutes les lignes aussi pour la photothèque, donc les campagnes photographiques et la numérisation, puisqu'on s'est lancé au fil des années dans une campagne de numérisation des fonds argentiques du FDAC, puisque notre objectif, c'est de les déposer aux archives départementales. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre pour centre de doc pur. Et puis alors là, j'ai pas accès, parce que je suis chez moi, mais je me suis pas branchée à mon poste à distance pour Non, pas mais déjà, ça surcharger le donne des... réseau. Mais voilà, après, on Mais a non, des mais ça donne lignes. déjà des volumes. Non, mais on ne vous demande pas. On a On n'est pas la Cour des comptes, hein, je vous rassure. Hein. On a des budgets encore confortables pour un centre de doc de musée, ça va, on arrive à maintenir. Voilà, pour l'instant. On a des élections départementales qui arrivent et tout peut changer dans les prochaines semaines. Alors, il y a une question sur la médiation qui était la première question qui a été posée, et comme elle a été posée par Stéphane, il va penser que je fais de la discrimination très nettement là. Donc, il vous demandait, est-ce qu'il y a une collaboration entre les médiateurs du musée? On a vu que vous faisiez, vous, de la médiation, hein, vous nous l'avez dit, mais est-ce qu'il y a une collaboration avec les médiateurs du musée pour mettre en place la médiation au centre de doc? Ah oui, oui, tout ce qu'on a mis en place, c'est en co-construction. Hein. Nous ne sommes pas des médiateurs. Dans l'équipe, les profils sont assez divers, mais aucune d'entre nous n'est de formation initiale, voilà, médiation. Tout ce qu'on fait est co-construit avec l'équipe des publics, les conférenciers du MACVAL. Tout ce que l'on fait est co-animé aussi. Voilà. C'est parti, en fait, nos projets, c'est parti d'une demande de l'Académie de Créteil sur un projet avec des maternelles autour des abécédaires, où ils travaillaient autour des abécédaires. Ils ont demandé, et donc du coup, il s'est trouvé que nous, au centre de doc, on en avait quelques-uns. Voilà, ça a commencé comme ça. C'est là que sont nées les visites en livre une œuvre. Et on sait, c'est ce que je vous disais à un moment, on s'est rendu compte que le livre d'artiste est un formidable outil de médiation pour parler d'art contemporain aux enfants. Et c'est de là qu'est née l'idée. Et au fur et à mesure des années, on a adapté, amélioré. Et donc, on a tous les ans des synopsis qui sont, qui sont travaillés complètement. Nous, on arrive avec notre connaissance du livre et du livre d'artiste, et les médiateurs avec leurs compétences. Alors, on s'est formé aussi, hein, enfin, au fil des années. On a eu, quand existaient encore les Trois Ours, pour ceux qui connaissaient cette association spécialisée dans le livre d'artistes pour les enfants, on a eu la chance de pouvoir, enfin on s'est formé à l'école, ce qu'ils appelaient la petite école, hein, on a fait des formations. Moi j'ai par exemple la chance de faire une formation il y a quelques années avec Katsumi Komagata par exemple. Voilà, et puis là on continue, 2 personnes dans l'équipe continuent à se former auprès de l'école qui est liée au Salon du Livre de Montreuil, du livre jeunesse, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'école du Salon du Livre de Genève, je ne sais plus son nom, mais ça doit être ça. Donc on continue à se former, oui, complètement. Donc ça fait partie des choses dans l'équipe, entre les recrutements et les profils de départ, et au bout d'un certain nombre d'années, les compétences acquises, les formations. Ce que je vous disais, on a la chance d'être dans une collectivité qui encourage beaucoup la formation, donc ça a permis de former les équipes. Mais on ne travaille pas indépendamment de nos collègues conférenciers. D'accord. Alors, une dernière question est arrivée, c'est vraiment la dernière, parce que là, on va avoir dépassé les limites, les bornes des limites. Et donc, cette dernière question, c'était sur j'en reviens à la numérisation, donc numérisation sous-traitance, numérisation en interne, j'ai envie de dire selon quel fonds, et voilà. Sous-traitance, toujours. Alors, soit on passe par des marchés qui sont déjà mis en place au sein de la collectivité, puisque, par exemple, les archives départementales ont un certain nombre de marchés. Donc, on a fait passer certains documents un peu spécifiques dans ces marchés-là. Sur la photothèque, on fait appel à des prestataires extérieurs, et tous les ans, voilà. Mais non, on ne numérise, non, on ne fait pas de numérisation en interne. D'accord. Écoutez, malheureusement, je dis malheureusement parce que j'ai trouvé été trop vraiment longue. Non, pas du tout, pas du tout. C'était absolument passionnant, Céline. Enfin, je pense que toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire partagent mon point de vue. Hein. C'était vraiment totalement passionnant. Mais bon, c'était le jeu. On avait dit qu'on se limitait à 1h30. Je pense que si des personnes ont vraiment des questions à poser, eh bien, allez visiter le centre doc du MACVAL. Je pense que Céline vous répondra. Oui, et puis n'hésitez pas à me recontacter par mail ou par téléphone.
Je veux bien assurer un service après-vente, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup Céline pour avoir Merci à vous. partagé cette expérience et puis bravo pour cette, à la fois pour, comme je le disais, vraiment cette ouverture vers tous les publics et puis pour avoir su vraiment faire des propositions dans une période difficile de confinement, des propositions extrêmement intéressantes. Voilà, je trouve ça tout à fait exemplaire et je pense que ça sera dans la collection des webinaires qui ont déjà eu lieu. Je pense que c'est encore un bel exemple Merci de à vous. réaction par rapport au confinement. Alors, je ne sais pas si Stéphane veut dire un dernier mot. Oh, vraiment un tout dernier mot pour je me joins aux remerciements encore une nouvelle fois. Merci Laurent, c'est super la modération aussi. Merci Céline, le propos était clair, limpide et dynamique, c'était très intéressant de mon point de vue. Pour vous dire que voilà, le troisième webinaire s'achève. On travaille éventuellement à la mise en place d'un quatrième webinaire. Si il a lieu, vous aurez toutes les informations. Comme d'habitude, vous recevrez ça via les différents canaux de communication. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions complémentaires. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à adhérer au réseau MEUS pour être tenu informé de l'organisation des futurs événements. Vu que la situation sanitaire semble s'éclaircir, on va peut-être envisager les événements en présentiel au début de l'année prochaine. Donc voilà, vous serez tenus informés de tout ça. On l'espère en tout cas, pouvoir tous vous revoir dans le réseau en chair et en os, partager des moments chaleureux aussi, tous ces temps informels qu'on ne peut pas trop avoir quand on travaille sur le numérique, mais bon, c'est déjà pas mal. Merci à tous d'avoir répondu présent. Et puis, écoutez, à la prochaine. Et Merci bonne beaucoup. journée à tous. Au revoir. À bientôt.